Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un tout petit peu la leçon qui s'intitule La pression et la pression atmosphérique. En arabe, الضغط والضغط الجوي. Alors, cette capsule est destinée aux étudiants de la première année option internationale. Alors, commençons par la situation problème de départ, qui s'énonce comme la suivante. Alors, si on intègre trop d'air dans un ballon, celui-ci explose. C'est-à-dire, vous voyez sur cette image un ballon qu'on a bien gonflé avec un gonfleur et au bout d'un moment, ce ballon s'explose. Alors, posons une question problématique sur laquelle on va répondre au cours de cette leçon, c'est à quoi est due cette explosion, c'est-à-dire pourquoi ce ballon s'explose. إذن سأعيد ما قلته بالعربية. إذن سنبدأ درسنا بوضعية الانطلاق. هذه الوضعية تقول أنه عندما نقوم بإدخال كمية كبيرة من الهواء داخل هذه الكرة بعد مدة تنفجر هذه الكرة. إذا نطرح هنا سؤالا إشكاليا كالتالي: لماذا تنفجر هذه الكرة على هذا الشكل؟ Pour répondre à cette question problématique, on va faire une expérience qui va nous aider à bien comprendre ce qui se passe. Alors le matériel qu'on va utiliser dans cette expérience, c'est un seringue, comme vous voyez sur cette image. Ce seringue, il est constitué des gradations de 4, 6 et 10 pour mesurer le volume. Il y a un piston, voilà ce piston, qui est capable de bouger à l'intérieur de cette seringue. إذن للإجابة عن السؤال الإشكالي الذي طرحناه من قبل سنقوم بإنجاز تجربة. في هذه التجربة سنستعمل هذا المحقن الذي ترونه في هذه الصورة. يتكون هذا المحقن من تدريجات 2 4 6 8 10. هذه التدريجات تساعدنا على حساب الحجم. Et voilà l'unité de mesure de volume, c'est le millilitre. ويتكون أيضا هذا المحقن من مكبس، هذا ما نسميه بالمكبس. هذا المكبس قادر على أن يتحرك داخل هذا المحقن. Dans un premier temps, on place le piston à mi-course, c'est-à-dire au milieu du seringue, et on ferme l'orifice de cette seringue avec le doigt. Et comme ça, nous avons emprisonné une quantité d'air à l'intérieur de cette seringue. إذن في هذه الحالة الأولى إذن نحجز كمية من الهواء داخل هذا المحقن، ثم نغلق فوهة هذا المحقن بواسطة الإصبع كما ترون هنا. هذا الحاجز الأحمر يمثل الإصبع، ثم نجعل هذا المكبس وسط هذا المحقن، يعني في الوسط، وبهذه الطريقة نجعل هذا الهواء محجوزا داخل هذا المحقن بحيث أنه لا يستطيع الانفلات أو أن يخرج من هنا. Et par la suite, on pousse le piston. Comme vous observez dans cette animation, donc voilà, on pousse le piston. Et lorsqu'on pousse le piston, on sent une force qui a été exercée dans le sens contraire dans lequel on a poussé le piston. Donc cette force, on la représente par ces 3 flèches indiquées dans l'image. Et lorsqu'on lâche le piston, cette force repousse le piston vers sa position d'équilibre initiale, comme vous observez ici. Alors, cette force est dite la pression de l'air interne. Et voilà, on dit en conclusion que la pression de l'air interne, c'est-à-dire la pression qui existe ici de l'air, elle augmente et elle repousse le piston vers sa position initiale. إذن في الحالة الأولى سنقوم بدفع هذا المكبس. On pousse le piston يعني دفع المكبس، ندفع المكبس هكذا. إذن عندما ندفع المكبس نحس بقوة ضاغطة تريد أن ترجع هذا المكبس إلى حالته الأصلية. يعني نحس بقوة كبيرة شيئا ما تريد أن ترجع هذا المكبس إلى حالته الأصلية. نمثل هذه القوة بهذه الأسهم الثلاثة. إذن هذه الأسهم الثلاثة تمثل تلك القوة التي تضغط على المكبس في الاتجاه المعاكس، وعندما نترك المكبس ترجعه هذه القوة إلى حالته الأصلية، يعني في الوسط. وبالتالي هذه القوة التي نحس بها تسمى الضغط، يعني ضغط الهواء الداخلي لهذا المحقن. إذا نقول أن ضغط الهواء الداخلي في هذا المحقن يرتفع، وبالتالي يطبق قوة على الجدار الداخلي للمكبس، وبالتالي يرجعه إلى حالته الأصلية. Dans un deuxième temps, c'est le contraire de le premier cas. On tire le piston.
Lorsqu'on tire le piston, on sent une autre force qui, au contraire de la première, qui repousse le piston sur son paroi extérieure, c'est-à-dire ici. Cette force, elle repousse le piston vers sa position d'équilibre initiale, c'est-à-dire à mi-course. Lorsqu'on lâche le piston, il retourne directement à sa position d'équilibre initiale grâce à cette force de pression. Cette force, elle s'appelle la force exercée par l'air extérieur, c'est-à-dire la pression atmosphérique. إذن في هذه الحالة الثانية on tire le piston يعني نجر المكبس. عندما نجر المكبس هكذا نحس بقوة أخرى تريد أن ترجع المكبس إلى حالته الأصلية. إذن هذه القوة نمثلها بهذه الأسهم الأربعة. هذه القوة يمارسها الهواء الجوي على هذا المحقن في الخارج، يعني يدفعه من الخارج ويرجعه إلى الداخل هكذا. إذن هذه القوة نسميها الضغط الجوي. Alors la pression de l'air interne, elle diminue. Le piston est repoussé par l'air externe vers la position initiale. يعني نقول أن ضغط الهواء داخل هذا المحقن ينخفض، وبالتالي يصبح الضغط الجوي أكبر منه، وهذا الضغط الجوي هو الذي يرجع هذا المكبس إلى حالته الأصلية هنا. Alors maintenant on peut répondre, grâce à l'expérience précédente, on peut répondre à cette question qu'on a déjà posée au début de la leçon, dans la situation problème. Alors la question, c'est à quoi est due l'explosion du ballon. Donc on peut représenter la situation problème par cette animation. Donc voilà ici un gonfleur électrique qui donne de l'air au ballon, c'est-à-dire il gonfle le ballon. Lorsqu'on met en marche le gonfleur électrique, il donne de l'air au ballon. Lorsque le ballon a été chargé d'air, c'est-à-dire il a été gonflé, donc l'air à l'intérieur du ballon, il exerce une force sur les parois du ballon. Lorsque cette force devient très importante, c'est-à-dire très grande, dans ce cas le ballon s'explose. Donc on dit que la pression d'air intérieur du ballon devient très forte, ce qui entraîne l'explosion du ballon. إذن نقول في هذه الحالة أن الكرة عندما تملأ بالهواء، هذا الهواء يمارس ضغطا كبيرا على الجدار الداخلي لهذه الكرة كما ترون هنا. هذه الأسهم السوداء تمثل ضغط الهواء على الجدار الداخلي للكرة. عندما يكون هذا الضغط قوي، يعني هذه القوة كبيرة جدا، تنفجر الكرة. نقول بأن الضغط داخل هذه الكرة أصبح كبيرا جدا، وبالتالي هذا ما يجعل الكرة تنفجر، يعني لا تتحمل ذلك الضغط. Alors on peut maintenant conclure et dire que tous les gaz comme l'air exercent une pression sur tous les corps qui sont en contact avec lui. C'est-à-dire que tous les corps qui sont en contact avec l'air, ils soumisent à une force. Cette force est dite la force de pression. إذن بالعربية نقول أن جميع الغازات هي مثل الهواء. إذن تمارس قوة على جميع الأجسام التي تحيط بها أو التي توجد في تماس معها. قنينة غاز البوتان، إذن غاز البوتان داخل هذه القنينة يمارس ضغطا على الجدار الداخلي للقنينة. إذن هذا ما نسميه بقوة الضغط. Aussi comme toutes les grandeurs physiques, la pression est une grandeur physique mesurable. On peut la mesurer par un appareil qu'on vous observez dans cette image. Alors l'image suivante, elle représente un appareil de mesure de pression, les roues de voiture. Il faut toujours mesurer leur pression et pour cela on utilise l'appareil qui s'appelle le manomètre. Alors le manomètre, c'est un appareil de mesure de la pression d'un gaz enfermé. إذن لقياس ضغط الغازات المحجوزة، مثلا هذا الغاز الموجود داخل هذه العجلة، نستعمل ما يسمى بالمانومètre. Alors il existe plusieurs types de manomètres, tel que celui-là représenté sur cette image. Celui-là il s'appelle le manomètre à aiguille, يعني المانومتر ذو إبرة. Donc voilà, on agrandit un tout petit peu son image et on constate qu'il est constitué de l'entrée du gaz, c'est-à-dire le gaz il rentre ici, puis il est constitué aussi de l'unité utilisée, par exemple ici, l'unité inscrite sur le manomètre c'est le bar, donc il existe le bar et il existe aussi des autres unités, on va les voir par la suite, et il est constitué aussi des graduations. Voilà ici le manomètre il est gradué de 0, 2, 4, 6, 8 et 10, يعني تدريجات. Et à la fin, il est constitué aussi d'une aiguille qui indique la valeur de la pression mesurée. Donc il existe aussi des manomètres numériques, يعني المانومتر الرقمي. Alors ce manomètre numérique, lorsqu'on le branche directement avec un gaz enfermé,
il affiche la valeur de la pression mesurée avec plus de précision sur son afficheur. Donc voilà, ici il affiche la valeur de la pression et ici suivi par la valeur ou bien l'unité de mesure. Donc comment utiliser le manomètre? Alors pour utiliser le manomètre, on le branche directement avec un piston par exemple ou bien avec un gazon fermé. Et lorsqu'on pousse le piston par exemple, ici lorsqu'on pousse le piston comme ça, on constate que l'aiguille va indiquer une valeur qui est très grande. Et lorsqu'on tire le piston, la valeur de la pression elle diminue. إذن هذه طريقة استعمال المانومتر. إذن المانومتر اللي كنستعمله يجب دائما أن نربطه مع غاز محجوز. إذا مثلا هنا هذا المحقن عندما نضغط على المحقن أو على المكبس إذن يزداد الضغط. إذن هذه الإبرة ستشير إلى ضغط مرتفع وعندما نجر المكبس ستعود هذه الإبرة إلى قيمة منخفضة. Alors voilà pour la mesure de pression d'un gaz enfermé. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient on utilise le manomètre. يعني هذه الجملة تقول بأنه إذا أردنا قياس ضغط غاز محجوز داخل إناء معين نستعمل المانومتر. On symbolise la pression par la lettre P. Donc comme vous voyez ici le mot pression, il commence par la lettre P. Donc pour symboliser la pression, on utilise le P majuscule. Il vient de la première lettre du mot pression. إذن لكي نرمز للضغط دائما نرمز له بالحرف P majuscule. إذن هذا الحرف P وجدناه في الحرف الأول من الاسم بالفرنسية pression. Dans le système international, l'unité de mesure de pression est le pascal. Son symbole c'est PA. C'est-à-dire lorsqu'on veut mesurer une pression, on écrit P égale par exemple 30 suivi par le pascal. Le pascal c'est l'unité de mesure. إذن le pascal هي الوحدة العالمية لقياس الضغط. إذن الوحدة العالمية للكتلة مثلا هي الكيلوغرام. الحجم وحدته العالمية هي المتر كوب. ثم الضغط أو لا بريسيون وحدته العالمية هي الباسكال نسبة إلى العالم باسكال. إذن الباسكال نرمز لها ب PA. Alors il existe des autres unités de pression telles que le hectopascal et le bar. هناك وحدات أخرى مثل الهكتوباسكال ثم البار. Alors selon le tableau suivant, donc voilà le tableau de conversion de ces trois unités, le bar, l'hectopascal et le pascal. Donc pour utiliser ce tableau, on va faire une petite application pour mieux comprendre. Alors convertir dans l'unité demandée. Par exemple ici, il nous est demandé de convertir 1 hectopascal en pascal. Donc 1 hectopascal, voilà dans le tableau 1 hectopascal comme ça. On va ajouter 2 zéros jusqu'à la case du pascal, comme ça. Donc égal à 100. Voilà la première. La deuxième, c'est 100 000 pascal. Donc on va écrire 100 000 pascal dans notre tableau, voilà. 100 000 pascal. Égal à combien en bas? On va ajouter une virgule dans la case du bas. Voilà. Donc c'est 1. Donc la dernière, c'est 1 bar égal à combien en hectopascal? 1 bar, voilà dans notre tableau. On va ajouter 3 zéros ici jusqu'à atteindre la case de hectopascal et on trouve 1000 hectopascal. Voilà. Comment utiliser le tableau de conversion? C'est très facile, c'est quelque chose de simplicity. Et pour cette évaluation, on va déterminer la valeur de la pression indiquée par l'aiguille de chaque manomètre. Donc, s'il vous demande par exemple dans le contrôle continu de déterminer la valeur de la pression à l'aide d'une figure comme ça, donc on suit les étapes suivantes. Premièrement, on va déterminer la valeur de la pression correspondante à une division ou bien à une gradation, c'est-à-dire la valeur de chaque division. Par exemple ici, on ne veut pas dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 hectopascal, non. Il faut d'abord calculer la valeur de chaque division. On constate ici que l'aiguille elle est entre deux valeurs, c'est 600 et 0. Donc on va écrire 600 moins 0 sur le nombre des divisions entre les deux. Voilà ici. Voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on écrit 6 ici. 600 divisé par 6 égale automatiquement 100 hectopascal. L'hectopascal qu'on a écrit ici, c'est l'unité inscrite sur le manomètre 1. Donc voilà. Donc maintenant, la valeur de la pression P égale à 500 hectopascal. Donc 0 ici, 100, 200, 300, 400 et 500. Voilà. إذا في المانومتر الثاني إذا لقياس قيمة هذا الضغط إذا يجب أولا أن نحسب قيمة كل تدريجة. إذا كما ترون هنا الإبرة محجوزة بين قيمتين 1200 بار ثم 0 بار.
إذا سنقوم بهذه العملية. 1200 ناقص 0 مقسومة على 6، لأن 6 هي عدد تدريجات بين 0 و 200. إذا لنحسب 1 2 3 4 5 6. إذا هذه العملية تعطي 200 بار. البار حصلنا عليه هنا هو الوحدة المسجلة على هذا المانومتر. إذا قيمة الضغط في هذا المانومتر هي 0. إذا هنا 0. التدريجة الأولى هي 200، التدريجة الثانية هي 400 bar. P égale 400 bar. Alors passons maintenant à une deuxième expérience. Dans cette expérience, on a rempli un verre d'eau. Donc on a rempli le verre par l'eau. Et on a mis un papier cartonné au-dessus de ce verre. Et on a retourné l'ensemble. Lorsqu'on a fait cette expérience, on constate directement que l'eau, elle reste dans le verre et ne s'écoule pas. Donc il faut poser une question ici. C'est-à-dire pourquoi l'eau elle reste dans le verre et ne s'écoule pas. Donc on a mis en évidence ici un phénomène physique. Donc pour mieux comprendre ce phénomène, on utilise cette figure. Donc voilà ici l'eau et l'exertion force qu'on a représentée par ces 4 flèches rouges. Donc les flèches, elles indiquent la force exercée par l'eau sur le papier parce que l'eau elle veut s'écouler. Mais il y a une autre force dans le sens opposé. C'est ce qu'on a représenté par ces 5 flèches bleues. C'est la force exercée par l'air. C'est-à-dire l'air et l'exertion poussée sur le papier dans le sens opposé de la force exercée par l'eau. Donc cette force exercée par l'air, elle s'appelle la pression atmosphérique. إذا لتفسير هذه الظاهرة، إذا نقول بأن الهواء يمارس قوة على الورقة. إذا هذه القوة هي أكبر من القوة التي يمارسها الماء على الورقة، وبالتالي يبقى الماء داخل هذا الكأس ولا ينفلت إلى الأسفل. إذن هذه القوة التي يمارسها الهواء هي التي مثلناها بهذه الأسهم الزرقاء وتسمى الضغط الجوي، la pression atmosphérique. Alors la question, une autre question ici, c'est quel est l'appareil de mesure de la pression atmosphérique? Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un autre instrument qui ressemble un tout petit peu au manomètre qu'on a déjà vu auparavant. Donc celui-là, il s'appelle le baromètre. Alors le baromètre aussi, il est constitué d'irradiation, il est constitué aussi d'une aiguille, mais il n'a pas une entrée du gaz, parce que celui-là, il mesure la pression atmosphérique. C'est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. Donc au niveau de la mer, par exemple, si on a mis un appareil baromètre sur le sable de la mer, c'est-à-dire au niveau de la mer, il indique la valeur 1013. Donc il indique la valeur 1013. Alors la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est 1013 hectopascal. Mais lorsqu'on monte dans l'altitude, comme ça, lorsqu'on monte dans l'altitude, la valeur de la pression atmosphérique, elle diminue. Donc on dit que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Donc voilà ici par exemple au niveau de la mer c'est 1013. Lorsqu'on monte un tout petit peu dans cette montagne ici et on a mis un baromètre ici, le baromètre indique 895,5 hectopascal. Et lorsqu'on monte au sommet de la montagne, la valeur de la pression atmosphérique devient 791,8 hectopascal. C'est-à-dire que la pression atmosphérique, il diminue toujours lorsqu'on monte dans l'altitude. إذا نقول في هذه الحالة أن الضغط الجوي ينقص كلما صعدنا في الهواء، يعني صعدنا في الغلاف الجوي.